Si des gens écrivent, c'est... Mesdames et messieurs, je suis envahi de livres. Ma chaise est un livre, mon invité est un livre et nous allons parler philosophie. Jamais philosophie n'aura été autant livresque, jamais philosophie n'aura été aussi proche de vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Des livres et vous qui débarquent sur vos écrans. Une émission consacrée aux livres, à la culture, à l'intellection. Une émission aujourd'hui qui va parler Nietzsche, qui va parler Platon, qui va parler d'Antica, qui va parler philosophie de la politique. Je reçois un ami, Laboche, prof de philosophie de son état. Ça va, Laboche? Oui, ça va. Bonsoir D'Angelo, ça me fait très plaisir de me retrouver sur ton plateau. Ouais. Donc j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble et je me réjouis toujours quand j'ai la possibilité de parler philosophie. D'autant que là, tu vas faire un exercice quelque peu intéressant et risqué. Ouais. Quand tu es en instance de professorat, tu as un petit groupe devant toi, ils sont une trentaine, une quarantaine. Là, tu es appelé à faire de la philosophie devant un large public. Ah oui, j'imagine déjà. Hein. Tout le public qui a derrière ça. Bon, il n'y a pas d'endroit pour parler de philosophie. On n'est pas dans une forme de, comment te dire, on n'est pas dans un canevas bien spécifique pour parler de philosophie. On parle philosophie à tout le monde, quel que soit le public. Donc, dès que l'opportunité se présente, on parle philosophie, que le public soit restreint ou nombreux. Ouais. Mais est-ce que tout le monde est réceptif à la parole philosophique? C'est une question très fondamentale. Je peux dire que non. Non, parce que s'il faut prendre en compte tout le paradigme, tous les aléas qui existent aujourd'hui, je pense que la quête de sens, qui est fondamentalement l'objectif même de la philosophie, cette quête se fait autrement. Donc les gens, ils ont d'autres palliatifs, des palliatifs, on va dire, techniques, technologiques, pour essayer de comprendre le monde. Et dans leur quête de sens, la philosophie ne fait pas bonne figure, il faut le dire, c'est le cas de le dire. Les gens conçoivent la philosophie comme une pensée trop compliquée, trop complexe, et qui demande une forme d'ascension de l'esprit, une masturbation intellectuelle. Donc les gens, nous sommes dans un monde qui est, je ne voudrais pas juger, c'est tout simplement un constat, nous sommes dans un monde qui est fortement marqué par le goût de la facilité. Or, la philosophie requiert un recul critique par rapport aux choses. La philosophie requiert un effort justement de compréhension que généralement les gens ne sont pas prêts à faire. Donc du coup, comme nous parlons d'effort de compréhension, les gens qui se refusent à philosopher sont des gens qui se refusent à comprendre le monde tout simplement. Allons-nous là avec une définition de la philosophie? Oui, il y a derrière cette assertion une prétention que je voudrais écarter. Enfin, je ne pense pas que la philosophie soit l'unique canevas par lequel on peut passer pour comprendre le monde. Mais je pense quand même qu'elle est essentielle. Okay. Oui. Là, en fait, tu viens de dire, Laboche, la philosophie serait, pour être trivial, une technique parmi d'autres techniques qui faciliterait l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. Sauf que même si le mot technique ici est un peu impropre, oui, mais en général, c'est ça. Nous sommes perpétuellement dans une quête de sens. Tu sais, il y a cette définition générale de la philosophie que j'aime. Elle fait un peu bazar, mais je pense qu'elle traduit exactement ce que c'est que la philosophie dans son actualité. C'est le fait de penser sa vie et de vivre sa pensée. Bon. Mais tout le monde, du coup, devait faire de la philosophie. Oui, mais avant même de vivre sa pensée, il faut d'abord penser sa vie. Mais il se trouve que souvent, nous sommes en train de vivre des événements avec lesquels nous ne faisons qu'un. Donc, généralement, on ne prend pas le recul nécessaire pour essayer de comprendre les événements. Donc, on est dans une forme de primum vivere, comme on dit. Oui. Donc, le deidende philosophale. Ah oui, donc, la philosophie ici, encore, il en reste du temps. Donc, tout le problème, c'est ça. Donc, là, j'entends très bien ce que tu dis, Laboche. La philosophie, c'est un canevas qui nous permet de dégager une intelligibilité du réel. Mais si les gens, surtout nos jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, ils ne sont pas très réceptifs à cette philosophie qui leur permet de penser leur propre vie et de comprendre le monde dans lequel ils évoluent,
Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la pédagogie de la philosophie? Est-ce que les profs de philo ne sont pas à mettre sur le banc des accusés? C'est très intéressant. Mais il se trouve qu'on ne peut pas réfléchir sur la philosophie en considérant uniquement l'enseignement de la philosophie de manière isolée. On ne peut pas isoler l'enseignement de la philosophie de tout ce qui se fait dans la société, de toutes les opportunités, entre guillemets, qui s'offrent à la jeunesse. Moi, le problème, c'est ça. Est-ce qu'un jeune de 16 ou de 17 ans va être tenté de lire Kant ou une interprétation de Kant au lieu de regarder, je ne sais pas moi, un match de football que l'on considère aujourd'hui comme le nouvel opium du peuple? Ouais. Est-ce que ce n'est pas plus tentant de passer des heures successives devant l'écran de téléphone et WhatsApp qui bouffe beaucoup de temps, communiquer avec ses amis, au lieu de faire cet effort de prendre un livre de philosophie qui demande un minimum de réflexion, qui demande un retour sur soi, de lire des auteurs fondamentaux qui peuvent nous montrer comment nous devons penser. Il y a, cette question me rappelle un texte fondamental de Kant. Je pense que c'est le premier texte, bon, je le dis comme ça, mais il ne faut pas le prendre de manière radicale. C'est un texte avec lequel on peut entrer en philosophie en classe de secondaire 4, par exemple. Ce texte, c'est qu'est-ce que les Lumières? Ouais. Kant le dit clairement. Et quand nous avons quelqu'un qui pense pour nous, nous n'avons pas besoin de penser. Donc, l'être humain a fondamentalement cette tendance à se considérer comme étant mineur. Il n'est pas majeur. Il n'est pas ce que Kant appelle majorité, je dois le dire, puisque je dois interpréter le texte dans son contexte. Ce que Kant appelle la majorité, c'est le fait de pouvoir se servir de son propre entendement. Il y a une phrase très célèbre, Sapere aude, est le courage de te servir de ton propre entendement. Mais avant même d'arriver à cela, Kant pose que fondamentalement, nous aimons quand les gens pensent pour nous. Fondamentalement, si vous avez un médecin qui vous dicte votre régime, vous n'avez pas besoin vous-même de penser à votre régime. Donc, c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui cet amour de la facilité. C'est cet amour de la facilité qui souvent et nous empêche de prendre la décision, parce que je pense que philosopher, c'est prendre une décision. Ouais. Difficile, hein. Il faut le dire, difficile dans ce monde très matérialisé, très technique. Ouais. Oui. C'est là où je m'en viens avec les effets de mode, les coquetteries du monde digital. Oui. Ce monde digital, on va dire ce monde 2.0 est extrêmement chronophage et propose des facilités. Oui. Là, je me demande, serait-il possible de considérer la chose philosophique comme une chose plastique et de l'adapter à ces canaux digitaux? Comment faire une philosophie WhatsApp? Tout en essayant de ne pas dénaturer l'esprit même de la philosophie. Absolument. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas des créneaux bien spécifiques à travers lesquels il faut passer pour philosopher. Si on peut créer, par exemple, un groupe WhatsApp dans lequel on fait des débats philosophiques, on discute philosophie, on discute Platon, Foucault, Kant. Il n'y a pas de problème. Mais il faut, parce que je pense, il y a une force, je dirais, invisible. Il ne faut pas prendre le mot dans le sens de la connotation spirituelle. Une force invisible derrière les enjeux techniques qui nous portent très souvent à écourter nos pensées, à tomber des fois sans se rendre compte de la facilité. Ouais. Je peux prendre un exemple très illustratif, très parlant. On écrit un texte sur Facebook, mais on se dit que on donne une opinion, mais il ne faut pas trop pousser, il ne faut pas trop philosopher parce que le public qui va lire, et le texte n'aura pas de succès parce que le public qui va lire ne va pas comprendre. Et si on considère Twitter, c'est vraiment la pensée, mais au raccourci. Voilà, et on nous donne un certain nombre de caractères qu'il ne faut pas dépasser. Et Donald Trump adore, en fait. C'est bizarre que le chef d'État américain choisisse comme... Pour le cas de Trump, je peux comprendre. Pour le cas de Trump, je peux comprendre. Moi, ça me surprend. Parce que ceux qui... La plus grande nation au monde, son président ne communique qu'à coup de tweet. Donc des courtes pensées. Oui. Pour le cas de Trump, je comprends. Je le comprends très bien. Je pense même que les réseaux sociaux, ça arrange les idiots et les imbéciles. Je ne sais pas si les mots sont trop forts, mais bon. Non, mais c'est peut-être le cas, en effet. Oui, mais écouter comme ça notre façon de penser, c'est difficile. Donc, pour revenir à ta question, pour ne pas perdre le fil, est-ce qu'on peut se servir de la technique pour philosopher? Oui, mais dans la mesure où on tente de ne pas dénaturer l'esprit de la philosophie. Là, deux notions
sont arrivées dans ton langage, et la notion d'idiotie et d'imbécilité. Oui. Et à ton avis, et quand est-ce qu'on est imbécile, idiot? C'est des questions apparemment simples, mais qui sont trop difficiles. Ouais. Je ne voudrais pas froisser la susceptibilité des gens. Et puis, bon, de manière générale, dans ma vie, je ne me considère pas comme un donneur de leçons, mais il se trouve que la philosophie nous impose cette tâche de dire les choses comme elles sont. Moi, je pense qu'il y a une différence entre l'ignorance et la stupidité. On est imbécile quand on est stupide. L'ignorance, il y a un fameux texte de Kant, encore une fois, hein, qui parle de ça. Kant fait la distinction entre l'ignorance et la stupidité. Même si le mot de stupidité n'est pas clairement dit dans le texte, mais le mot est là de manière latente. De manière latente. Et l'ignorance, c'est un manque de connaissance, il n'y a pas de problème. Dans une certaine mesure, dans certains domaines, tout le monde est ignorant. Ouais, c'est une absence de connaissance. Voilà, c'est un manque de connaissance, c'est un vide, une absence. Un vide, Même j'ai fait des études de philosophie, je suis totalement ignorant en mécanique, par exemple. Si j'ai une voiture, elle est tombée en panne, je vais voir un mécanicien. Donc, dans une certaine mesure, en mécanique, je suis mécanique et automobile. Oui. Je suis ignorant. Mais la stupidité, je pense que c'est l'élément qui est grave. C'est quand on ne sait pas et on croit savoir. Ah ouais? Oui. Ah oui. Et ça nous ramène à Socrate qui disait, malheureusement, souvent, on interprète cette phrase de Socrate en prenant la phrase hors de son contexte, on tombe dans de fausses interprétations. Socrate qui disait « Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Quand il dit ça, il veut dire que la prise même de conscience de son ignorance, c'est le début même de la recherche de la connaissance. Donc, pour me donner comme objectif le fait de partir à la recherche de la connaissance, je dois me dire « J'ai un vide, j'ai une absence, j'ai un blanc ». Donc, je dois combler ce vide. Il faut être conscient de cette vacuité cognitive pour avancer vers la le problème, quand on est stupide, on ne sait pas, mais on ne sait même pas si on ne sait pas. Et certaines fois, on prend son non-savoir pour le savoir. Et ça, c'est grave. Ouais, c'est extrêmement compliqué, ça ne nous permet pas d'avancer. Et l'imbécilité, c'est cette faculté, c'est drôle hein, d'appeler l'imbécilité une faculté, qui porte quelqu'un à refaire les mêmes bêtises. Hein. On a fait la bêtise une première fois, on s'est rendu compte que c'était une bêtise. Et c'est la répétition dans la bêtise. On répète la même bêtise. Là, nous sommes dans l'imbécilité. Du moins, ces catégories-là sont établies. Maintenant, la philosophie s'occupe de tout. Ce serait sa grande prétention d'être le spécialiste de la totalité, du général. Et la philosophie s'intéresse de ce fait à la chose politique. Considérant, c'est une émission sur le livre, le contexte politique actuel haïtien, quel est le regard de la philosophie sur ce qui se passe en Haïti? Quel paradigme politique on n'a pas maîtrisé? Parce que l'action politique est en train d'échouer en Haïti en ce moment. En quelque sorte. Je voudrais remonter à la première phrase qu'il y a dans ta question. La philosophie s'occupe de tout. Moi, je ne pense pas que ça soit exactement ça. Je dirais plutôt que rien n'échappe à la réflexion philosophique. Il y a tout de même une nuance là. Bon, dans ce contexte, le contexte dans lequel nous sommes là aujourd'hui, que peut la philosophie en quelque sorte? C'est ça la question. Est-ce que la philosophie... Tu sais, moi, je pense que on ne peut réfléchir dans quel que soit le domaine que l'on considère, notamment la politique, sans prendre en compte le contexte, les choses qui s'offrent à nous pour essayer d'émettre sa pensée. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Et cette pauvreté extrême crée une certaine fragilité. Je ne pense pas que c'est la politique, c'est l'action politique qui est en train de mourir en Haïti. Je pense que c'est l'extrême pauvreté, justement, qu'il y a, qui entrave en quelque sorte le vouloir des gens à s'impliquer dans l'action politique. Alors, s'il y a cette extrême pauvreté, c'est parce que la politique n'a pas pu résoudre le problème. Oui, mais ça, il faut prendre la chose dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Ce que je voudrais dire, bon, pour essayer d'être plus clair, on peut prendre un exemple de l'actualité. Bon, il y avait toute cette mouvance, il y a peut-être quelques mois, sur cette affaire de Petro-Caribé. Il y avait un groupe de jeunes que l'on considérait comme sur les réseaux sociaux, etc. Moi-même, personnellement, sur mon compte Facebook, je savais publier des choses pour demander où est passé l'argent du Petro-Caribé. Mais on peut constater aujourd'hui que
le mouvement connaît une baisse considérable. Va savoir pourquoi. Un essoufflement. Oui, va savoir pourquoi. Tu sauras que, premièrement, souvent nous sommes rattrapés par la vie. Puisque nous sommes dans un pays extrêmement pauvre, nous ne pouvons pas passer tout notre temps à tenir une lutte et à la porter jusqu'au bout. Nous sommes rattrapés par la vie. Et la deuxième chose, c'est facile de corrompre un mouvement. Les forces d'argent peuvent facilement corrompre un mouvement. Dans d'autres pays, dans un pays comme la France, par exemple, quand quelqu'un te dit qu'il est de gauche, il a ses patrons qui sont aussi de gauche. Donc, il a des gens qui peuvent financer un mouvement. Ouais, il y a des groupes financiers qui soutiennent les mouvements Là, de nous gauche. sommes un petit pays extrêmement pauvre où il y a des forces d'argent. Il y a une centralisation de la richesse dans le pays. Il y a très peu de gens qui ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, ce sont eux justement qui sont en train de corrompre toute tentative de mener à bien une action politique et qui peuvent facilement entraver une action politique. Moi, je pense que ce n'est pas... Les gens sont conscients des choses et c'est ce qui est intéressant. Maintenant, dans la pratique, c'est difficile parce que les gens sont extrêmement pauvres. J'aime souvent dire à mes amis, et quand moi j'ai certains amis qui étaient contre ce mouvement de Petro Challenge, etc., qui me disaient souvent que bon, tu vas voir que bon, ça va passer comme un écran de fumée, bon, bah, ça va le mourir puis devant. Bon, j'aimais leur dire, mais justement, si j'avais une influence donnée dans le mouvement, au point que les gens qui sont concernés voulaient me voir, etc. Imaginons un instant que vous avez offert 5 millions de gouttes. Pour me camper derrière conviction, pour me pas prendre, il faut commencer par dire la caille d'abord. Il faut commencer par dire, madame, moi, et attendez, non, le mouvement là, comme on m'a frappé là, il offre 15 millions de gouttes. Il ne faut pas dire 10 ans même ça. Il ne faut pas dire 10 ans même. Attendez, non, D'Angelo, cher Fredo, il offre 15 millions de gouttes là. Vous voyez, parce que madame, vous avez commencé par dire 15 millions de gouttes. Tout problème que Kaila te kon gen avant, nous te kon accepté tranquillement. Chaque leur présenté, il t'a râlé dans la figure pour dire mais vous avez 15 millions de gouttes là ou quitter l'aller. Voilà, il y a ça. Il faut être honnête. Hein. C'est une question d'honnêteté. Pour nous comprendre que des fois, est-ce que cette précarité-là, des fois, empêche même de penser, de philosopher? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour cela aussi que les mouvements de grève souvent échouent. Parce que comment vous pouvez demander à une population qui vit au jour le jour, qui ne vit pas même, qui est en train de survivre, de passer 2, 3 ou 4 jours enfermés chez elle. Et ça fait décider de jouer en guerre de l'usure. Ah oui. Ils attendent jusqu'à ce que tout le monde soit fatigué, essoufflé. Ah oui, tout à fait. Et là, tout à fait. mouvement, et ils savent que la fatigue va arriver. Ils savent que la fatigue va arriver. Moi, je pense qu'il faut dans ce pays, je n'aime pas le mot révolution parce que ça fait foutou, ça fait bazar. Enfin, moi, je pense qu'il faut un mouvement, mais vraiment radical. Parce que la révolution, c'est un mouvement radical, c'est un autre débat. Il faut vraiment un mouvement radical. J'aime dire, quand je suis dans les salles de classe, que nous sommes un pays mal parti. Nous, mal parti. Pays mal parti au départ. Est-ce qu'on peut retourner dans les fondations pour essayer de refaire les choses? Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai une conception, on va dire, linéaire de l'histoire, je ne suis pas sûr. Mais bon, il faut suivre ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission aujourd'hui qui est consacrée à la philosophie, à la parole d'un prof de philosophie. Nous allons au retour parler Foucault. Nous allons au retour parler Nietzsche, de sa généalogie de la morale. Qu'est-ce que la morale, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la transcendance? Qu'est-ce que l'immanence? Gardons bonheur, respirez. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Délivrez-vous. Délivrez-vous pour célébrer le livre. Délivrez-vous pour célébrer la culture. Délivrez-vous pour faire un triomphe à la parole qui pense, à la pensée complexe, comme aurait dit l'autre. Je reçois un professeur de philosophie, je reçois un ami, je reçois mon Laboche, jeune père, voilà, fallait pas me le dire. Pour ça que t'es bon dans le dîme, ou à peine mon petit petit. Donc un jeune père, comment s'appelle ta fille qui regarde peut-être là? Elle s'appelle Souka.
Souka. Elle s'appelle Souka Saïra. Ok, Souka Saïra, écoute, délivrez-vous, te salue, porte-toi bien, ma chérie. Il faut saluer mon garçon aussi, il est Attends, très jaloux. aussi. Ah oui, bien sûr, il s'appelle Sean. Sean Gadon Bonheur. On est tous là avec toi, toute l'équipe de la télé te salue, mais et la mère des enfants? Chère madame, Tamara. Oui, il le faut bien. C'est mon cœur ça, hein, c'est ma vie ça. Ah ouais, c'est elle qui te fait vibrer quoi. Tout à fait. Voilà, là nous sommes dans l'affect, nous sommes dans les élans de cœur émotionnels. Justement, c'est une bonne transition pour parler de Nietzsche. Voici un monsieur, un philosophe très particulier, avec sa moustache à la limite qui fait penser à Salvador Dali, le mythe de la moustache. Mais Nietzsche, c'est quelqu'un qui a eu à un moment dans sa vie un projet philosophique, retracer une histoire de la morale. Quelle est la généalogie de la morale? D'où vient la morale? D'où viennent nos catégories qui établissent le bien, le mal, le bon, le méchant? Et généalogie de la morale de Nietzsche, est-ce que c'est un texte qui t'a parlé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas le texte qui m'a le plus parlé, pour te dire la vérité, mais beaucoup. C'est un texte fondamental de Nietzsche, parce que je pense que les concepts mobilisés, qui sont systématiquement mobilisés par Nietzsche dans son système même de philosophie, on les retrouve, tous ces concepts de la généalogie de la morale. Absolument. C'est un texte que je trouve mais extrêmement important, dans le sens où la morale, ça m'intéresse beaucoup. Déjà petit, je ne comprenais pas en vertu de quoi on disait que quelqu'un est méchant, que quelqu'un est bon. Mais dans la généalogie de la morale, j'ai failli dire Foucault, Nietzsche pose le principe d'une morale aristocratique et d'une morale du ressentiment. Oui. Pour dire la chose très simplement, Nietzsche fait partie des philosophes de l'immanence. Oui. Il y a, si tu veux, deux traditions de la philosophie. Encore une fois, c'est de manière très résumée, donc je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails. Il y a deux conceptions de la philosophie. Il y a la philosophie de la transcendance et la philosophie de l'immanence. Donc, on considère que de Platon, et même avant Platon, Parménide, jusqu'à Nietzsche, on avait affaire à des philosophes de la transcendance. Les philosophies de la transcendance, c'est quoi? C'est tout simplement des philosophies qui posent que derrière ce monde dans lequel nous vivons, il y a un arrière-monde. Ouais. Dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous habitons, c'est un monde qui est incapable de vérité. La vérité n'existe pas dans ce monde. Ce serait qu'une projection d'un autre monde. Voilà. C'est ce que Platon appellerait le monde des idées. Le monde des idées. Le monde des idées. Donc, comme tu parles de Platon, Platon considère que toutes les réalités... Pour Platon, le monde dans lequel nous vivons n'est pas capable de vérité parce que la vérité est, on va dire, uniforme. Alors que le monde dans lequel nous vivons, il est multiple. Si on prend la réalité livre, il y a une multiplicité de livres qui fait que on ne peut penser la vérité livre. Et Platon pose que, bon, cette vérité existe, il y a une idée avec un grand I, livre, à partir duquel on pense tous les livres qui, qui se trouvent dans le monde. De livres comme idée. Voilà. Nietzsche, lui, considère les philosophies de la transcendance comme des philosophies lamentatives, même si le mot est un peu péjoratif. La philosophie de Nietzsche, c'est la philosophie, on va dire, de l'immanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la philosophie de Nietzsche peut se résumer en une phrase. Bon, c'est très réducteur de dire ça, mais il y a ce que Bergson appelle l'intuition fondamentale d'un philosophe. Quand on parle d'une philosophie, il y a quelque chose, si on ne le saisit pas, on passe à côté. Chez Nietzsche, je pense que ce qu'il faut saisir, l'idée géniale chez Nietzsche, c'est le fait de dire que nous inventons la transcendance parce que nous refusons l'immanence. Nous ne voulons pas assumer l'immanence. Et quand nous parlons de transcendance, nous sommes dans tous les systèmes mythologiques, toutes les cosmogonies, nous sommes dans les formes de valeurs supérieures. Ce qui fait que l'humanité, à un moment, ou bien quelques êtres humains, ils ont créé Dieu, parce qu'ils étaient incapables de se colter au réel. Tout à fait. Donc Dieu serait une création purement humaine. Oui, tout à fait. Et Nietzsche le dit très clairement, nous avons mal de vivre, nous souffrons de la vie. Oui, voilà, c'est parce que nous souffrons de la vie qui fait que nous créons quelque chose qui s'appelle la transcendance. J'ai regardé l'émission que tu as faite avec le docteur O'Donnell, qui l'a si bien rappelé. Quand Nietzsche nous invite à habiter le monde, c'est ce qu'il veut dire. Arrêtons de cracher sur ce monde, arrêtons de penser qu'il y a un arrière-monde capable de vérité et que ce monde,
c'est un monde capable de vérité. Il n'y a qu'un seul monde, c'est ce monde. Nous devons l'habiter. Ouais, nous devons l'habiter et trouver des codes pour le comprendre. Et c'est là que Nietzsche va en venir avec son principe du nihilisme. Le fait que les gens ont des croyances dans un monde qui n'existe pas, c'est nul, c'est rien, c'est du nihilisme. Oui. Je voudrais, avant même d'expliquer le concept de nihilisme chez Nietzsche, te raconter une anecdote. J'ai un ami qui devait prendre une responsabilité. Politique? Non, pas politique. Une responsabilité, on va dire, sociale. Qui devait dispenser à mon absence certains cours pour moi. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de téléphones pour localiser les gens. Et durant la journée, moi-même, je pensais qu'il était en salle de classe en train de dispenser les cours. Grande a été ma surprise. Un pur hasard m'a fait passer chez lui au cours de la journée. Et je me suis là, couché sous le dos. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être dans les salles de classe. Et il m'a répondu, comme je suis en train de lire Nietzsche, il me semble que je suis dans une forme de nihilisme social. Donc, j'ai horreur des responsabilités qu'on m'impose, une chose comme ça. C'est terrible. C'est d'autant plus terrible qu'il passe totalement à côté de ce que Nietzsche entend par nihilisme. Absolument. C'est amusant et terrible. Parce que, enfin, je prends l'exemple pour te rappeler que souvent, ce que les gens pensent que Nietzsche pense du nihilisme, c'est totalement faux. Hein. C'est du nihilisme, c'est ça. Ce que Nietzsche entend par nihilisme, les gens pensaient que quand Nietzsche parlait de nihilisme, aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est nihiliste, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui déteste la responsabilité. C'est pas ça. Nietzsche, pour le nihilisme de Nietzsche, c'est le fait justement de poser des valeurs supérieures. Parce que par le simple fait de poser des valeurs supérieures, on refuse certaines valeurs. Et on refuse une valeur considérée comme supérieure en posant une autre valeur supérieure. Il faut sortir de cette logique de poser des valeurs supérieures pour essayer de... Donc il faut réhabiliter tout le corpus des valeurs. Tout à fait. Réhabiliter des corpus de valeurs, l'expression est peut-être problématique, mais en quelque sorte, c'est ça. Mais du coup, c'est là qu'intervient sa notion de volonté de puissance. Oui. La volonté de puissance chez Nietzsche, il faut remettre la chose dans son contexte. Nietzsche fait la différence entre les forces réactives et les forces actives. Parce que Nietzsche, c'est pour cela que je pense que fondamentalement, Nietzsche, c'est le philosophe même de la vie. Nietzsche pense que toutes les choses sont habitées par une force. Et c'est l'ensemble de ces forces qui crée ce qu'il appelle la vie. Et chaque chose a le désir, pour parler comme Spinoza, de persévérer dans son être. De se perpétuer. Oui, de se perpétuer. C'est ce que Spinoza appelle le conatus, le désir de tout être, de persévérer dans son être. Parce que souvent, on pense que quand Nietzsche parle de la volonté de puissance, il parle d'un désir de conquérir le pouvoir. Non, c'est la richesse, la notoriété. C'est là que peut-être les nazis ont mal compris. Tout à fait, tout à fait. C'est là, ils ont tout faux. Ce n'est pas le fait d'acquérir du pouvoir, de la richesse, de la notoriété. Donc il y a chez tout le monde cette volonté de puissance. Cette volonté de puissance. C'est-à-dire cette volonté de durer dans l'existence. Dans l'existence, tout à fait, tout à fait. Et la distinction faite par Nietzsche entre les deux catégories de forces est fondamentale. Les forces réactives sont des forces qui ne peuvent pas se déployer sans briser d'autres forces. Les sciences, par exemple. Toute la vérité, tous les systèmes qui posent la vérité comme canevas pour essayer d'interpréter et de comprendre le monde sont des forces réactives. Mais il y a des forces actives. Là, pour Nietzsche, par exemple, ce sont des forces qui se déploient, qui ne brisent pas d'autres forces, au contraire, qui permettent à d'autres forces d'augmenter dans leur force. Il y a ce désir de tout être, de toute force, d'augmenter dans sa force. C'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, et ça n'a absolument rien à voir. Et cette volonté de puissance finit par donner un surhomme. Oui, un surhomme. Surhomme dans la mesure où c'est quelqu'un qui refuse toutes les valeurs traditionnelles, toutes les valeurs. Nietzsche a une phrase qui est très célèbre, et les idoles ont des pieds d'argile, donc ils sont très fragiles. C'est pour cela que je philosophe avec un marteau. Il faut casser les idoles. Casser les idoles, ça veut dire que poser de nouvelles valeurs, même là encore, je me sens très inconfortable en parlant de nouvelles valeurs de la philosophie de Nietzsche, mais il faut croire que toutes les valeurs à partir desquelles on pensait le monde, ce sont des valeurs fragiles. Et ce qu'il nous dit également Nietzsche dans cette généalogie de la morale, les valeurs, les notions de bien et de mal sont très souvent établies par les élites.
Ce sont les élites qui tout à fait. projettent sur la masse leur vision du bon, du mauvais, et qui ont fini par le faire accepter par tout le monde. Tout à fait. Et c'est pour cela que chez Nietzsche, la morale, pour Nietzsche, c'est la morale des faibles. Oui, justement. C'est la morale des faibles. Cette morale des faibles qui va donner cette morale du ressentiment. C'est très intéressant parce que Nietzsche, c'est le premier philosophe au 19e siècle qui a un système de philosophie morale dans laquelle, dans cette philosophie, il n'y a aucune trace de spiritualité. Oui. Et même quand Nietzsche vous parle du nouvel infini, ce qu'il veut dire, c'est très simple. L'infini chez Nietzsche n'a absolument rien à voir avec l'infini chez Descartes, par exemple. Oui. Et j'aime souvent rappeler la fameuse démonstration de l'existence de Dieu faite par Descartes, qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Descartes dit que nous sommes des êtres finis et nous pensons l'infini. Donc, si moi-même qui ai une finitude, je peux penser l'infinitude, c'est parce que l'infinitude met en moi finitude, l'idée de l'infinitude. Ouais. Donc, une finitude ne saurait penser l'infinitude sans l'apport de cette infinitude. Infinitude même. Voilà. Ouais. Donc, Nietzsche est totalement... Nietzsche, il va totalement à revers de ça. Ce qu'il appelle le nouvel infini, c'est le fait de dire que tout jugement est une cachette. Toute parole est un masque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on dit, ce qu'on voit n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a toujours des souterrains. Ça veut dire que tout ce qu'on dit est sujet à des interprétations. Et toute interprétation est susceptible aussi d'être interprétée. On est dans un schème successif d'interprétation qui fait que ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'il appelle fondamentalement la généalogie. Donc, quand vous êtes face à un jugement, quand on est face à un jugement, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière ce jugement. Donc, on a besoin de te dire... tout l'apport de Nietzsche à cette nouvelle discipline qu'on a appelée la psychanalyse. Il est très souvent perçu, Nietzsche, comme celui qui a mis en crise toute la culture occidentale, dans le sens où son apport, sa compréhension du système des valeurs et des notions de bien et de mal, on y revient. Oui. Ce n'est pas trop fort de le dire. Ce n'est pas trop fort de le dire. Et je pense que Nietzsche avait cette intuition. Il disait que, bon, je suis un philosophe un peu hors système. J'écris, mais je sais que ma philosophie sera mésinterprétée. On ne va pas la comprendre. Je serai compris en l'an 2000. Et je rappelle qu'il est mort en 1900. Oui, donc Nietzsche qui est donc perçu comme un déglingué dans l'histoire de la philosophie, mais Foucault est très présent aussi dans tes lectures personnelles. Qu'est-ce qu'il fait là, Foucault? Qu'est-ce qu'il vient foutre? Absolument. Foucault, c'est fondamental parce qu'il y a un lien entre la philosophie de Nietzsche et la philosophie de Foucault. D'ailleurs, il y a, dans le vaste corpus théorique de la philosophie de Foucault, il y a le concept de la généalogie, hérité de Nietzsche. Bon, avant, il y avait l'archéologie, ensuite, la généalogie. On aimait faire la distinction entre l'archéologie du savoir et la généalogie du pouvoir. J'aime chez Foucault l'idée même de la vérité. Parce que, de manière générale, quand tu entres dans une classe de philosophie, les élèves te demandent qu'est-ce que c'est que la philosophie. Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas tomber dans la facilité que de leur dire que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. On a cette tendance, même les gens qui sont des profanes en philosophie, de concevoir la philosophie comme étant la recherche de la vérité. Foucault, quand on aborde le corpus théorique de la philosophie de Foucault, on fait face à une forme de déroutement. Il aborde la diversité des problématiques qu'il aborde, une écriture étrangement baroque. On a comme l'impression qu'on est face à un analyste politique, un travail, on va dire, journalistique, que le travail d'un philosophe. Mais il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose qui revient toujours. Et bizarrement, c'est la question de la vérité. C'est la question de la vérité. De Platon qui pose que la vérité n'existe pas dans ce monde. Il faut un arrière-monde pour concevoir la vérité. À Nietzsche, qui pose que si la vérité existe, elle existe dans ce monde, il y a chez Foucault quelque chose, je trouve, qui est extrêmement intéressant. Foucault, lui, il ne pose pas la question dans une forme de distinction entre ceux qui relèvent de l'ordre de la vérité ou du mensonge. Foucault vous dit, ce n'est pas la vérité qui doit vous intéresser, c'est le fait de saisir tous les enjeux discursifs décidés par un pouvoir qui fait passer un certain nombre de questions dans le champ de la distinction entre le vrai et le faux. Mais c'est là qu'il établit son principe de régime de vérité. Le régime de vérité, tout à fait, parce qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous considérons comme la vérité et la question du pouvoir. Donc du coup, la vérité
elle est toujours la vérité d'un certain pouvoir. D'un certain pouvoir. D'un certain pouvoir qui peut être le pouvoir de la science, ce que Foucault appelle tout le processus de la rationalisation, ou du pouvoir politique. Ce qui arrive, c'est que ce ne sont pas toutes les choses qui sont impliquées dans le champ de la distinction entre le vrai et le faux. Il y a certaines choses bien spécifiques que l'on considère, que l'on intègre dans le champ de la distinction entre le vrai et le faux. Donc il y a tout un enjeu du pouvoir derrière la question de la vérité. Alors pour qu'on permette aux gens de comprendre cette histoire d'enjeu et par rapport au lien avec le pouvoir, si nous considérons qu'un verre d'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, au fait derrière cette vérité-là, la vérité que l'eau serait composée de ça chimiquement, il y a un enjeu, un enjeu de pouvoir. C'est le pouvoir de la science, de la chimie. Tout à fait. Et cet enjeu renvoie à la reconnaissance d'une certaine légitimité. Vous voyez, tu fais allusion à la chimie en disant ça. Donc, quand la chimie pose la chose, les chimistes sont légitimes pour dire ça. Ils ont le pouvoir pour ça. Donc, c'est cet enjeu qu'il faut saisir. Et non pas la question de la vérité comme quelque chose qui serait totalement isolé, comme quelque chose de sporadique. Qu'on peut et comme il y a des saisir, chimistes derrière, il y a des philosophes, il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, la vérité est dans un décorum également, la bouche. Oui, mais tout à fait. Ce décorum est politique. Je ne sais pas si je saisis bien la question. Bien sûr. Le décorum est politique. C'est ce qui est fondamental chez Foucault. Nous sommes habitués à une tradition héritée de Montesquieu qui pose ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, mais il y a 2 pouvoirs qui m'intéressent, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Parce que le pouvoir exécutif a une connotation purement politique. Et on considère que Montesquieu pose que cette séparation permet de poser qu'il y a tout un savoir juridique qui fonctionne de manière autonome par rapport au pouvoir politique. C'est cet écueil que Foucault a posé et qu'il nous dit que nous devons éviter. Il ne faut pas poser la question de la liberté séparée de la question du pouvoir politique. Donc, et Foucault a une formule très célèbre, ce n'est pas la police qui est au service de la justice, c'est la justice qui est au service de la police. Donc, quand on est dans un enjeu de pouvoir, même pour contester ce pouvoir, il faut rester à l'intérieur même de l'enjeu du pouvoir pour contester le pouvoir. Donc, il ne faut pas concevoir le pouvoir comme quelque chose du dehors. Il ne faut pas être dans un dehors pour contester ce qui se fait à l'intérieur du pouvoir. Donc, il faut donc être à dans l'intérieur le pouvoir pour contester le pouvoir. Bon, avec le risque quand même, la Boche, à ce moment-là, d'être broyé, d'être avalé par le pouvoir pour faire la transformation de l'intérieur. Le pouvoir a ses coquetteries, le pouvoir a ses offres. On parlait, voilà, le pouvoir peut flatter nos bas instincts. Le pouvoir corrompt. Comme on dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors, le titre Homme et Singulatim vers une critique de la raison politique paraît prétentieux. Je le sais. Mais la raison en est précisément sa propre excuse. Depuis le 19e siècle, la pensée occidentale n'a jamais cessé de travailler à critiquer le rôle de la raison ou du manque de raison dans les structures politiques. Il est par conséquent totalement déplacé de se lancer une fois encore dans un aussi vaste projet. La multitude même des tentatives antérieures est cependant le garant que toute nouvelle entreprise sera autant couronnée de succès que les précédentes et en tout état de cause probablement aussi heureuse. Là, il rentre dans des entreprises énormes. Énormes. Et je crois que ça, c'est un extrait de l'histoire de la folie à l'âge classique. Énorme. Foucault est le premier philosophe qui a essayé de comprendre la folie et l'enfermement qu'il y a derrière ça. À l'âge classique, pour la première fois, on pose que la déraison est l'envers de la raison. Alors qu'avant, on concevait la folie comme quelque chose de totalement stupide et même des fois, on va dire, spirituel, etc. Et là, il pose qu'il y a tout un processus de rationalité qui pense aussi à son envers. Et son envers, c'est la déraison. Donc, c'est une raison normale. C'est le normal qui tente de comprendre la normale. Et pour essayer de comprendre cette anormalité, le normal renvoie, mais comme stratégie, l'enfermement. Et le normal passe par des structures de pouvoir, par des structures d'influence. Donc le pouvoir est presque derrière tous les faisceaux qui permettent d'organiser nos sociétés. Exactement. Maintenant, est-ce que nos sociétés... Qui dit que tu n'es pas philosophe? Est-ce que nos sociétés, la Boche, pourraient fonctionner sans une forme d'organisation?
Une société en mode pilotage automatique. Pour reprendre Aristote, l'idée est que l'homme est un animal fondamentalement politique, donc il y a dans notre nature l'idée même d'une organisation hiérarchique. Non, parce que, bon, c'est une conviction personnelle, parce que je ne suis pas, on va dire, anarchiste. Moi, je pense qu'il faut un minimum d'ordre, d'organisation, sauf que cette organisation peut se baser sur la justice sociale. Sauf qu'on peut faire en sorte que dans l'organisation, c'est ce que Rousseau a tenté de montrer dans le contrat social. Nous sommes à un état de fait où il n'est plus possible de revenir en arrière. Quand il a posé l'hypothèse de l'homme à l'état de nature, on sait que ça n'a jamais existé des hommes à l'état de nature, mais pour essayer de résoudre le problème des inégalités qui existent dans les sociétés, on ne peut pas revenir à l'état de nature. Mais nous pouvons organiser la société de telle sorte qu'il y ait moins d'injustice, de telle sorte qu'il y ait plus de justice sociale, de telle sorte que la vie soit moins épouvantable. Pour cela, nous pouvons passer un nouveau contrat, c'est ce que Rousseau appelle le contrat social. Un contrat dans lequel la loi doit être l'expression de la volonté générale pour essayer de réduire les inégalités. Et Rousseau nous dit la volonté générale, c'est la volonté de tous contre chacun et la volonté de chacun contre tous. Absolument, c'est ce qu'il faut. Il faut l'organisation, mais une organisation basée sur la justice sociale. Justice sociale, Michel Foucault, Nietzsche. Écoutez, nous sommes au cœur de la philosophie la plus pure, la plus épanouie. Je suis avec le professeur Laboche, qui est prof de philosophie de son état, qui a une maîtrise en lettres et philosophie de l'École normale supérieure en lien avec Paris 8. Mesdames et messieurs, vous suivez, délivrez-vous. C'est une bonne décision que vous avez prise jusque-là. Je vous laisse respirer. À tout de suite. La dernière année s'est déroulée sous cette menace. Elle pesait jusqu'alors sur sa vie de façon confuse. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un, qu'on lui adressait la parole ou que le téléphone sonnait à la maison, l'appréhension lui nouait le ventre. L'heure était arrivée. Son imposture allait être percée à jour. Le danger pouvait venir de partout. Le plus infime événement de la vie quotidienne met en marche le scénario catastrophe que rien n'arrêterait. Mais à présent, une version de ce scénario avait acquis plus de vraisemblance que les autres. Et il avait beau se dire ce qu'on dit aux grands malades, qu'on peut parfaitement être atteint d'un cancer et mourir de la grippe ou d'une piqûre de guêpe. C'est cette version-là qu'il ne cessait d'imaginer. Plus le coup tardait à venir, plus il viendrait sûrement et sans échappatoire. Emmanuel Carrère, voici, on va dire, une plume qui te fascine. Tu as beaucoup de livres de lui. Carrère. On a Limonov, on a La Moustache. Qu'est-ce qui te fascine dans ce monde-là? Sa manière d'écrire. Moi, j'aime le dire, je ne suis pas un lecteur d'histoire, je suis un lecteur de phrases. Ce ne sont pas les histoires qui me fascinent, ce sont les phrases. Surtout quand je lis les œuvres fictives. Il y a cette très belle phrase de Touillot que j'aime beaucoup. Et la littérature a ce pouvoir de faire de belles laideurs. Donc, on peut être en train d'écrire sur des réalités, on va dire, répugnantes, mais les phrases dans lesquelles on immisce cette réalité, elles sont belles. C'est vrai que je suis à peu près un lecteur de cette manière-là aussi. Oui. Moi, j'aime bien le phrasé. Ah oui, moi, j'aime les phrases qui me tiennent, quoi. J'aime me colter avec les phrases. J'aime avoir la sensation, quand je suis en train de lire un texte, il y a une phrase qui m'oblige à la lire à plusieurs reprises. Et ça m'arrive des fois de passer 1 heure sur une seule phrase. Et comment tu es tombé sur Emmanuel Carrère? Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Je suivais une émission sur une enquête criminelle, sur une affaire criminelle très célèbre en France. C'est l'affaire de Jean-Claude Roman. Je ne sais pas si tu connais. Jean-Claude Roman, c'est celui qui était le faux médecin, qui mentait à sa famille pendant plus de 18 ans, qui disait qu'il travaillait à l'OMS, etc. Et en suivant le documentaire, on a rapporté qu'il y a un auteur français qui a écrit sur cette affaire-là, c'est Emmanuel Carrère, et le livre s'appelle L'Adversaire. Le lendemain, je me suis rendu à une librairie de la plage, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire de publicité, et il n'y avait pas L'Adversaire. On a commandé pour moi, et 1 semaine après, j'avais le livre, et vraiment, ça m'a fasciné sa manière d'écrire, et c'est ce texte, L'Adversaire, lu tout à fait par hasard, qui m'a forcé entre guillemets, c'est un bonheur justement, à lire tous les textes de Carrère. C'est un écrivain qui a eu le prix Renaudot en 2011, notamment pour Limonov. Et ça me permet de te taquiner sur cette histoire de prix littéraire. À ton avis, qu'est-ce qu'un prix littéraire? Quelle est la valeur d'un prix littéraire? Est-ce que c'est le marché de l'édition qui se renouvelle, qui cherche de nouveaux lectorats, ou est-ce que ça consacre vraiment un talent?
Je n'aime pas prendre les choses de manière négative. En ce sens-là, je suis dans une forme de bien-pensance que je revendique. Moi, je vois dans les prix littéraires une forme de reconnaissance que l'on fait à un auteur qui a du talent. Bon, évidemment, quand il y a un auteur, il y a tout un corpus. Je ne m'attends pas à ce que tous les livres soient des livres, on va dire, formidables. Évidemment, il y a des livres qui soient plus géniaux que d'autres. Mais certaines fois, les prix récompensent, c'est une sorte de reconnaissance qu'on a pour le talent d'un auteur. Mais même si on parlait de Foucault tout à l'heure, qui pensait les stratégies du pouvoir, même si on ne peut ignorer dans ce système capitaliste dans lequel nous sommes, qu'il y a aussi cette tendance aussi à récompenser les maisons d'édition. Bon, on peut se poser la question pourquoi souvent ceux qui obtiennent les prix littéraires, ils sont attachés à des éditions bien spécifiques et pas d'autres. Bon, il y a aussi cette question. Mais avant tout, j'aime voir dans les prix une reconnaissance de talent. Mais ça me permet d'annoncer quelque chose, Laboche. Nous allons créer le prix Délivrez-vous des jeunes lecteurs. Très intéressant. Et comment ça va fonctionner ce prix? C'est la first time, voilà, l'anglais à la télé tout de suite, que j'annonce ça à l'écran. On va mobiliser des élèves de différentes écoles de Port-au-Prince et des autres villes du pays. Et ces élèves-là seront appelés à lire des livres. Et eux, c'est comme le Goncourt des lycéens, et eux seront appelés à décerner le prix à la fin de cette année avec une pompeuse cérémonie. On va décerner le prix Délivrez-vous des jeunes lecteurs. Mais là, Laboche, tu as plusieurs livres d'Emmanuel Carrère. Est-ce que ça dit des choses sur ta psychologie de lecteur? Quand tu rentres dans le monde d'un écrivain, tu l'épuises. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que de manière générale, c'est très difficile pour moi de tomber sur un écrivain que j'aime. Bon, à l'époque où j'étais à l'université, il y avait ce qu'on appelle des lectures contraintes. Certaines fois, on est obligé de lire parce qu'il faut travailler sur l'auteur. Mais quand là, j'ai la liberté de lire ce que je veux... Ton propre plaisir de lecteur. Justement. Donc, quand je rentre dans une librairie, ça m'arrive de passer des heures et de ne pas en sortir avec un livre. Et il y a certains auteurs auxquels je suis accroché, c'est très difficile de décoller de ces auteurs. Donc, c'est très difficile pour moi de... Et bon... Là, je dois te faire l'aveu, je suis quelqu'un qui lit sur référence aussi. Donc, si tu me dis un auteur est formidable, comme tu n'es pas con ni imbécile, encore moins médiocre, je vais te prendre au mot et je vais lire l'auteur. Mais Romain Gary, tu l'aimes bien? J'en profite. Ah, beaucoup. Beaucoup. Romain Gary, c'est... Pour moi, il y a succulent, mais vraiment, beaucoup. Mais une plume, genre... La vie devant soi, c'est... Mais justement, j'allais te parler exactement de ça. Mais quelle phrasé? Pour vivre, virgule, il faut s'y prendre très jeune. Parce qu'après, on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de mal. Ça, c'est Romain Gary, c'est une plume. Il y a Céline aussi que j'aime beaucoup. Oui. En dehors du discours politique qui sous-tend son œuvre, antisémite, etc. Donc, j'aime beaucoup Louis Ferdinand Céline et Romain Gary. Oui, et chez les auteurs haïtiens, tu lis qui? Tous les auteurs haïtiens. Tous les auteurs haïtiens. Pour te taquiner encore une fois, lequel tu n'aimes pas des auteurs haïtiens? C'est très difficile. Ah oui, c'est difficile. Je ne suis pas dans une logique d'amour ou de non-amour. Je dirais qu'il y a certaines esthétiques qui m'attirent beaucoup plus que d'autres. Ça m'arrive aussi de faire de la politique. C'est exactement ce que je constate. Mais je vais pousser la chose jusqu'au bout. Est-ce que la plume de Daniel Laferrière, qui est l'invité d'honneur cette année de Livre en Folie, est-ce une plume qui te parle? L'odeur du café, je suis un écrivain japonais, je suis fou de Vava. Oui. Même si je trouve, pour le lecteur de phrases que je suis, il y a un manque. Est-ce que c'est une critique? Est-ce que j'ai le droit, la légitimité nécessaire de critiquer un immortel? Si je trouve qu'il y a... Tu es politiquement correct. Bon. J'aime Daniel Laferrière parce qu'il me donne toujours l'impression, en lisant son œuvre, que la littérature, c'est comme un jeu. Et on me parlait toujours de ce concept d'autofiction. Pour moi, c'était un peu flou en lisant les œuvres de Daniel Laferrière. J'ai pu comprendre facilement ce que c'est que l'autofiction. Absolument. Moi, j'aime bien les risques qu'il prend. Voilà. Ces deux derniers livres-là, ces deux derniers livres, c'est extrêmement risqué qu'un écrivain, on va dire, haïtiano-canadien, il faut le dire, Daniel Laferrière est également canadien,
il voyage avec un passeport canadien. Les gens, voilà, on est copains, Dany et moi, mais on peut quand même dire ça. Il a les deux nationalités. Oui. Eh ben, et Dany Laferrière a fait ses 2 derniers livres avec des dessins. Ah oui. Il a fait Autoportrait de Paris avec chat. Il a fait plus de 200 pages, dessins, écriture à la main, avec les ratures, les fautes. Là, le tout dernier, Viande d'autres livres, c'est la même chose. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est quelqu'un qui, en littérature, pense qu'il y a des découvertes à faire, qui n'est pas figé dans une forme de canevas. Pour revenir à Dany, j'aime beaucoup cette impression que j'ai en lisant ces textes, que je n'arrive pas à saisir ce qui relève de l'ordre de la fiction, de la réalité. Il y a une certaine légèreté profonde, oxymore. Il y a une certaine légèreté profonde dans l'œuvre de Dany Laferrière. C'est léger dans le sens où c'est facilement lisible. On peut donner ça à un enfant, mais en même temps, il y a une certaine profondeur. Ça te met sur une profondeur. Et là, je fais le lien direct avec Charles Bukowski, qui participe un peu de la même technique d'écriture. Bukowski, c'est extrêmement facile, mais ça te balance des vérités générales. Quand Bukowski écrit « Chérie, viens voir, voici de quoi nous sommes faits, des tripes, de la merde et du jus gluant. » Général. Mais tu vois, la phrase, elle est juste comme ça, like this, like that, mais là, tu as un énoncé définitif sur la condition humaine. Nous sommes faits de tripes, de merde et de jus gluant. Je sais que tu vas en venir à Dantika. Oui, absolument. Je vais me poser une question que j'aimerais que tu me poses. Après Dany, est-ce qu'il y a d'autres auteurs haïtiens que j'aime? Bon, évidemment, il y a des auteurs, on va dire, hors concours. Jacques-Séphane Alexis et Jacques Roumain, c'est... Je sais que tu aimes bien Castra aussi. Ah oui. Là, ou simplement dit là, tout comme fait chair de poule. Oui, mais avant... Et là, je voudrais remercier en particulier une école, c'est l'Excellence. Et j'avais décidé de faire une aventure avec l'Excellence, il y a de cela 5 ans, de dispenser des cours de créole. Quand l'école passait du système traditionnel au nouveau secondaire, il fallait donner des cours de créole aux enfants de secondaire 1, 2, 3 et 4. Et on m'avait proposé, j'avais un peu de retenue sur la question. Mais bon, parce qu'à la base, tu es prof de philosophie. Oui, tout à fait. De français, on m'a dit de français, c'est pratiquement les mêmes programmes. Voilà. Et c'est cette aventure qui m'a porté à découvrir les textes de Castra, mais surtout les textes en créole. Mes amis. Je savais lire des textes de Castra, mais en français, mais en créole, bling, 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 et point bas. Il y a des textes de Castra, mais vraiment exceptionnels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a certains textes de Castra, surtout en créole, l'homme fin Léon, par contre, pendant ma prière, je me sens envie de crier. Oui, mais il y a vraiment, c'est une plume olympienne, la plume de Georges Castra. Mais de mémoire, là, balance-nous du Castra. Français ou créole? Non, langue vous voulez. C'est au créole. Et un texte, ça me rappelle que le journal Maléré. Et texte dit... Et si j'ai là un trou de mémoire, c'est l'effet de l'âge. Même la fin, si tout le monde a malheureuse, tu qu'on lit, tout des malheureuse, tape lit tout journal avant l'aide après la grammaire. C'est exceptionnel. Français, j'ai un ami qui a partagé un texte de Castra sur Facebook il y a 2 semaines. Le texte en seule forme, c'est tellement exceptionnel. J'ai quelquefois pris mes draps pour des preuves de fidélité à l'aube, vivant sur rendez-vous crispé, attendant qu'il ne viendra peut-être pas, toujours plus belle dans la gravité de son silence, attendant la verse de ses paupières sur mes toits. J'appartiens à la fêlure des horizons bâtards. Aidez-moi à écrire ma courte biographie de Pierre. Je ne suis pas un diseur, mais bon, non, au moins tu as pu partager cette passion-là, mais la verse des paupières, tu as une force dans les images, tu as une facilité à les trouver. C'est vraiment l'encre et la demeure de Georges Castra. C'est le même qui dit, mais aime-moi comme une maison qui brûle. Ça, il faut la trouver, celle-là. Et un autre texte en créole, tac, tac, tac. Goutte par goutte, la vie en ombre. Mais voici, tac, tac, l'avion de Sinombralé. Après, il te dit, quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course. Je me suis arrêté pendant longtemps. Rattraper le soleil au pas de course. Le mec, il dit, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties. Je me suis arrêté, mais pour me dire, mais comment il fait pour te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train?
Intéressant, hein? Une prochaine fois, il faut penser On va à faire te toute une considérer comme émission. étant un invité. Oui. Et ça me ferait très plaisir de te poser moi-même les questions. Mais dans ce cas, justement, voici une écrivaine haïtienne, américano-haïtienne pour Oui, le coup. tout à fait. Est-ce que tu parles anglais? Je me débrouille. Ok, parce que Assez bien. comme elle écrit déjà en anglais, comme elle écrit en anglais, c'est sa langue de travail, sa langue d'écriture, et puis elle est traduite. J'allais te demander de faire, si tu veux, un parallélisme entre sa langue anglaise et la langue française, mais c'est pas grave. Bon, hein. honnêteté oblige, jusqu'à présent, je lis uniquement les traductions. Oui, Donc, traductions, tous ouais. les textes d'Antica que j'ai eu le privilège et la chance de Mais lire. tu sais que j'ai toujours sont un des textes, souci avec les traductions, la Boche. Quand je prends le cas de Dostoïevski, que j'adore, je regrette de ne pas parler russe. Oui, c'est vrai. Je Et me rends compte... Sans te rendre compte, Mhm. ce que tu dis là, c'est une critique par ricochet des étudiants qui ont étudié la philosophie en Haïti. Parce que là, la plupart, il y a des philosophes allemands qui sont très fondamentaux. Kant, par Ouais. exemple. Mais bon, quand on lit un philosophe pas dans la langue originelle, Ouais. je pense qu'il y a un problème. Oui, il y a un petit déficit. Alors, Dantika, veux-tu nous lire un petit extrait? Avec plaisir. Ouais. Là, j'ai Le Briseur de Rosée. Ce que j'aime dans l'esthétique d'Antica, c'est ce vacillement. Et souvent, elle ouvre des brèches. Et tu es là à lire l'histoire et tu te demandes, mais comment tout ça va se refermer? Il y a tellement de brèches qui sont ouvertes. Ouais. Et finalement, on se dit, mais... Comment et puis, elle va au final, structurer la oui, chose? il y Comment a- elle va rassembler la chose? Et puis, Ouais. sa manière d'écrire aussi, là, c'est Le Briseur de Rosée. C'est un livre, je pense, écrit sur la dictature des Duvalier. Oui. Il y avait un homme qui était l'un des chefs milices, l'un des Tonton Macoute. Oui. Et après, il s'est repenti. Et sa fille avait fait pour lui une sculpture et l'homme avait une blessure dans la figure. Et la fille, elle avait fait la sculpture avec la blessure. Mais elle ignorait totalement que cette blessure a été infligée par son père, par un prisonnier, pendant pas le temps, maltraité monsieur, et puis monsieur était chiré Ouais. visage. Et il devait vendre la sculpture à quelqu'un qui est très célèbre, mais papa le jeter dans la main. Ouais. Et tout le livre, c'est ça. Hein? Et son père a décidé de passer aux aveux. Voilà. Et je prends comme ça... N'importe quel extrait, ouais, un oui, petit oui, extrait oui, que tu oui, partages avec le public. Ma chère Nadine, ton père et moi te remercions beaucoup pour ce supplément d'argent. Ton père l'a utilisé pour voir un médecin, non pas pour ses genoux, mais pour sa prostate qui, selon le médecin, est enflammée. Il n'y a pas à s'inquiéter. On lui a donné des médicaments et tout laisse à penser qu'il se portera bien pendant quelques temps. Avec tous ces examens, nous nous sommes retrouvés un peu à court pour les dépenses du mois. Mais nous allons nous arranger. Nous aimerions tant te parler. Nous attendons tous les dimanches après-midi dans l'espoir que tu retrouveras nos bonnes habitudes. Nous espérons que nous n'avons pas abusé de ta générosité, mais tu es notre seul enfant et nous ne demandons que pour ce dont nous avons besoin. Tu sais ce qu'il en est quand on est vieux. Nous avons essayé de te téléphoner, mais nous tombons toujours sur ton répondeur qui n'accepte pas de prendre en charge les communications. En tout cas, nous attendons de tes nouvelles. Ton père et ta mère qui t'embrassent très fort. C'est une lettre qui est insérée dans la fiction. Dans Le Briseur de Rosée. Et Laboche, merci de ta participation à cette émission. Ça fait une bonne palette de propositions. Les gens vont lire Nietzsche, absolument, la généalogie de la morale. Les gens vont absolument lire Foucault. Les gens vont absolument explorer l'œuvre de Platon et surtout ton écrivain fétiche Emmanuel Carrère. Et je rappelle à tout le monde que c'est toi qui as amené ces livres. Dans toute l'histoire de l'émission Délivrez-vous, jamais invité n'a ramené autant de livres sur le plateau. Ça fait 3 ans que l'émission existe. Pour une fois, je vois un invité débarquer avec au moins une dizaine de livres sous les bras et me dire, mec, voici mes lectures. Donc, Edwidge Dantika, c'est donc une proposition. Et une jeune auteure, et rapidement, j'ai dit un petit mot. C'est ton élève, justement, qui a remporté un concours. Un concours de fiction lancé par la C3 Édition. Sombre Existence. Cette jeune fille qui s'appelle Bergie Defta Christi.
style léger. Elle est en secondaire 4. Elle est en secondaire 4, qui sera très bientôt hein, sur le plateau Délivrez-vous. Je m'en vais, mais déguster avec plaisir sa plume. Merci encore une fois, mon frère. Ah mon oui, ami. bon, merci à moi de te remercier. Je ne sais pas si ça se fait, hein, mais des si. déclarations d'amour sur les plateaux. Moi, je t'adore. Je t'adore aussi. On improvise, mais totalement, il le faut de temps en temps. Écoutez, mesdames et messieurs, dites de temps en temps, gardons bonheur. Je remercie le staff technique de la télé qui me permet de débarquer sur vos écrans toutes les semaines. Sans ce staff technique, l'émission serait une vacuité. Écoutez, gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir